Écoutez, merci de me faire confiance là pour prendre une heure de votre temps à tous avant votre bureau. Je voudrais remercier aussi Monsieur Fratt qui depuis le début est très facilitateur. Voilà, il m'a encore envoyé des cartes il y a peu de temps. Ça m'a permis de mieux voir le découpage de vos communautés de communes, enfin de vos intercommunalités. Alors, on a une heure. Moi, ce que je me propose, tel qu'on l'avait imaginé, c'est de vous faire un exposé d'une vingtaine de minutes restituant un peu la synthèse de ce qui s'est fait à l'os. Alors, en disant, attention, hein, il y a 25 ans d'action, donc faut le remettre dans son contexte. Et puis, l'idée, c'est pas que c'est des recettes, l'idée, c'est que ça peut inspirer dans la façon de faire, mais que bien sûr, après, chacun a sa particularité, trace sa route, donc ça n'a pas vocation à c'est pas une doxa, quoi. C'est voilà, c'est un élément d'inspiration. Et puis du coup, bah, je pourrais essayer de répondre à vos questions et finir sur la fabrique des transitions. Je pense que c'est intéressant dès le début de l'exposé de se dire qu'en fait, ce qui se joue avec la fabrique des transitions, j'en fais déjà une bande-annonce, c'est de dire aujourd'hui les questions de transition sont absolument pas à la hauteur, d'où que ça vienne. J'en dirai quelques mots pour expliquer pourquoi. Et que pour moi, qui ai lancé cette initiative qui aujourd'hui regroupe 300 organisations au niveau national, c'est un peu l'ensemble des acteurs de la transition se sont réunis, les faiseurs, quoi, ceux qui sont dans le concret. Donc c'est transpartisan complètement, hein, et en disant comment on peut partir de ce qui a fonctionné ici ou là en France. Il y a peu d'endroits où ça a fonctionné en systémique, en global. Los Angeles en est un exemple. Il y a quelques autres qui tournent autour de cette question-là. Mais par contre, il y a beaucoup d'endroits où il y a des démarches qui ont été constructives. Et donc, l'idée générale, c'est comment tout ça fait ce qu'on appelle une communauté apprenante et agissante. Donc, c'est-à-dire comment on se nourrit les uns les autres de nos expériences et comment la fabrique des transitions peut aider des territoires en les accompagnant non pas comme un consultant, mais dans une logique un peu ce qu'on commence à faire là ce soir, de transfert d'expérience. Mais ça, on en parlera à la fin. Bon. Alors maintenant, je viens du coup sur Los Angeles pour dire qu'effectivement, bon, moi, mon parcours est celui d'un enfant de mineur. Toute ma famille était dans les mines. D'ailleurs, je vais commencer à partager mon écran comme ça, on aura des photos de Terry. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est pas c'est pas Carmo, mais voilà, c'est quand même le monde de la mine. D'ailleurs, juste pour l'anecdote, je suis assez souvent venu avec l'association des communes minières dans vos territoires. J'étais venu au début de Cap Découverte, par exemple. J'étais venu plusieurs fois à Carmaux, de Casseville. Enfin, c'est pas exactement les mêmes secteurs, mais parce qu'il y avait une partie de notre ADN qui venait de la mine. Bon. Donc, pour revenir à l'exemple à ce qui se passe à Los Angeles, c'est qu'en fait, alors oui, il est juste aussi de dire que j'ai fait 4 mandats de conseiller régional, dont vice-président chargé des questions de développement durable, d'aménagement du territoire et d'environnement. Ça explique aussi que j'ai pu faire des allers-retours entre le local et une approche un peu plus globale. Et aujourd'hui, ça sert beaucoup dans le travail de décrypter un peu qu'est-ce qui fait que ça va fonctionner ou pas. Bon. Alors, Los Angeles, c'est une ville de 7000 habitants alors, il faut que je regarde pour le passé, voilà. Non, bon, ça ne marche pas. Euh, excusez-moi. Voilà, ça marche. Donc, Los Angeles, en quelques mots, ben, comme vous le voyez à l'écran, vous avez bien l'image des deux terries, tout va bien, avec des années 50, là, paysage années 50, ça fonctionne. Et donc, du coup, ce qui nous caractérise, c'est qu'effectivement, on était en crise totale, puisque crise économique, sociale, environnementale, avec les pollutions des eaux, destruction des paysages, etc. Mais aussi beaucoup une crise sociétale liée notamment à des pratiques politiques qui étaient en contre face aux pratiques des houillères, mais qui, en gros, était quand même plutôt au nom du peuple, quoi. C'est-à-dire, vous nous suivez, les leaders politiques étaient des guerriers, des combattants, mais avec une posture assez soumise finalement de la population pour qui toute la vie était organisée par les houillères. Si je dis ça, c'est parce que la question de comment une population reprend son destin en main à Los Angeles, c'était incontournable, totalement incontournable. Et ce qui est intéressant
dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce que nous, on a vécu dans les années 80, donc ça fait quand même 40 ans maintenant, c'est-à-dire l'arrêt complet de ce qui nous constitue, puisque les mines chez nous, il y avait beaucoup moins que chez vous, un tissu économique diversifié. Chez vous, il y a une approche ruralité très forte, par exemple, etc. Nous, on n'avait pas ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a vécu jusqu'à la caricature cet effondrement du territoire. Et finalement, comment on peut rebondir par rapport à ça? Là-dessus, on a un peu de retour d'expérience. Sachant qu'il ne suffit pas d'avoir une crise pour rebondir. Hein. La preuve, Hénin-Beaumont est à 10 km de chez moi et on est dans des logiques d'extrême droite qui sont à des années-lumière de ce qui se fait à Los Angeles. Et donc, il ne suffit pas d'être en crise quoi, pour aller vers une logique de transition. Alors, cette image très rapide pour dire qu'en fait, on a deux types de problèmes qui se posent quand on veut entrer en transition. Vous voyez qu'ici, j'ai symbolisé l'ancien modèle de développement. Alors, il y a encore des gens. Alors, en gros, l'argumentaire, c'est de dire que ce modèle est mort. Il est mort parce qu'il est basé sur un accès aux ressources à l'infini et que les ressources ne sont pas à l'infini. Et deuxièmement, parce que aussi les impacts de l'activité humaine au niveau planétaire font que les conditions de vie sur Terre changent. C'est ce qu'on appelle l'anthropocène. Et donc, ce soit la biodiversité qui s'effondre, le problème climatique. Alors, il y a encore des gens, vous voyez, je l'ai noté ici à gauche, qui sont dans le déni de ça, mais en gros, l'ADEME nous dit que la société a compris qu'on est dans un changement de monde. Et donc, les opinions ont basculé. D'ailleurs, on le voit dans les votes, il y a quand même des sérieuses évolutions. Mais par contre, ça n'a pas encore changé dans les comportements et la transition n'est pas encore réellement engagée. Je dirais, on est à petite touche. Alors, pour quelles raisons? Et ça compte pour une action locale de mesurer ça. C'est parce que d'abord, la question première, c'est que le nouveau modèle de développement n'est pas encore apparu. Or, c'est difficile de se mettre en mouvement quand on ne sait pas vers où on va. Alors, on a bien quelques signaux faibles. Le plus facile à comprendre, c'est par exemple que le renouvelable va remplacer tout ce qui est de l'ordre du jetable ou du fossile. Bon, donc ça veut dire que l'énergie va, dans les 30 ans qui viennent, va être de plus en plus sur des logiques du renouvelable. Les matériaux de construction, dans ma région, l'amidon maintenant est au cœur des tableaux de bord dans l'industrie automobile, c'est-à-dire que des molécules issues de l'agriculture, du végétal, vont remplacer des matériaux fossiles. Bon. Donc ce nouveau modèle veut dire qu'on a la question d'un nouvel imaginaire qui est à construire et notamment la façon dont on a construit de la richesse depuis, en gros, les grandes découvertes, hein, l'arrivée de la chimie, de la physique, la première révolution industrielle, la deuxième, l'industrialisation massive, on va sur la Lune, on est capable de tout faire, ou presque, finalement fait que notre modèle de développement, c'est du toujours plus, quoi. Toujours plus puissant, toujours plus haut. Il faut que les gratte-ciels soient plus hauts, les ronds-points plus larges. Bon, voilà. Ça correspond à une certaine vision du développement. Et là, il va falloir apprendre à ménager le territoire et pas simplement à le presser comme un citron ou à vouloir en vouloir toujours plus. Donc, c'est une difficulté existentielle d'aller vers un nouveau modèle et de dire qu'est-ce qui a plus de richesse, c'est quoi vraiment la richesse? Est-ce que la richesse, c'est pas plus, par exemple, entre deux voisins, c'est de s'échanger un pot de confiture, c'est une histoire que je raconte toujours sur Los Angeles, où quand vous échangez un pot de confiture avec votre voisin parce que la ville a remis des fruitiers en accès libre partout, hein, on a fait 15 km de tram verte et donc il y a maintenant, c'est développé dans la ville un trafic de confiture puisque les fruits tombent de partout et les gens ces échangent. Et quand vous échangez un pot de confiture avec votre voisin, eh ben, il ne vous fera plus jamais la gueule. Alors que si vous voulez avoir des tuyaux de plus de 3 mètres de haut pour surtout jamais le voir et une plus grosse bagnole que lui, ça finira un jour dans le bureau du maire en conflit de voisinage. Ce que j'essaye de dire par là, c'est que la question de la richesse et de qu'est-ce qui est important à vivre, eh ben, ça fait partie des questions qu'il va falloir qu'on se pose. Et la deuxième difficulté qu'on a, c'est qu'effectivement, on a beau avoir un nouveau modèle à faire apparaître, admettons même qu'il soit apparu, et ben pour autant, ça va être compliqué de passer de l'ancien au nouveau modèle. Ce que j'ai symbolisé dans ce petit schéma au-dessus, là, c'est que le global est bloqué et que globalement, la somme des résistances au changement fait que quasiment on est à la marge, quoi. On n'arrive pas à faire bouger les lignes.
Or, ce qui caractérise le passage de l'ancien au nouveau modèle, ce qu'on appelle la transition, finalement, c'est de la conduite de changement. C'est comment on va modifier nos process économiques, nos façons de conduire de l'urbanisme et tout. Donc, toutes les résistances au changement s'appliquent. Ceux qui ont peur de perdre des avantages acquis, ceux qui ont peur juste de l'avenir et qui préfèrent se replier et être dans une logique réactionnaire. C'est pour ça que ce qui est indiqué là dans le bas, c'est que selon moi, selon les porteurs de la fabrique des transitions, c'est le local, le territoire qui va réinventer les modèles. Pourquoi? Parce que le territoire, il est dans la proximité des gens, parce que le territoire, il permet de s'engager. Aujourd'hui, au niveau national, c'est extrêmement dur de s'engager. Les partis politiques, on n'en veut plus. Donc, on est dans des lobbies, mais on n'est pas dans des engagements comme il y a pu y avoir il y a quelques dizaines d'années. Le local permet ça. Le local, il permet aussi de conduire la transition dans le réel, en écoutant les habitants, en faisant avec eux. Et c'est au cœur de la conduite de changement. Quand les gens peuvent être associés à la construction, eh bien, ils font leur affaire de la mutation en cours. Le local, il permet aussi de montrer des preuves. Je donne un exemple, le fait que l'église de Los Angeles soit été la première église de France en solaire, et qu'on l'a fait avec la communauté catholique, eh bien, à chaque messe, à chaque enterrement, à chaque mariage, on a un petit rappel que, bah oui, la ville, elle a commencé à traiter son autonomie énergétique. Et donc, c'est un totem de transition. Et c'est une preuve, si vous voulez, qu'on est en chemin. Voilà. Donc, du coup, conclusion de ce schéma un peu conceptuel, après je viens plus sur des déclinaisons concrètes, c'est qu'on a deux sujets. Comment on essaye de faire apparaître une autre représentation de ce qu'on appelle le développement, la richesse, et du coup, la question d'un nouvel imaginaire, ça veut dire s'autoriser à rêver à d'autres futurs. Enfin, pour moi, le rêve fait partie de l'action politique, à condition qu'il ne se limite pas au rêve, bien entendu. Mais parce que le rêve nous met en désir. Souvent, je prends l'étoile, on le verra dans le code source tout à la fin de mon exposé, qu'on a besoin d'étoiles qui brillent dans le ciel parce qu'elles nous font envie. C'est quoi les rêves pour vos territoires? Vous en avez, j'en suis sûr. La difficulté, c'est que si l'étoile est dans le ciel et qu'elle nous met en énergie, mais qu'on ne sait pas y aller, elle nous provoque de la colère et de la frustration. Bon, c'était un peu la question des Gilets jaunes, même si leur étoile n'était pas forcément celle que je décris aujourd'hui. Et donc, du coup, cette colère, elle est en partie à l'origine de tout ce qu'on vit aujourd'hui au niveau national et au-delà. Bon, d'un monde où finalement les puissants se développent, mais ce n'est pas pour nous, et ce modèle-là, il nous fait envie. Bon, comment on change d'étoile? C'est ça le premier sujet. Et deuxièmement, pour que l'étoile ne nous mette pas en colère parce qu'on ne peut pas y aller, comment on sème des cailloux blancs qui nous font aller à l'étoile. Et de ce point de vue-là, pour prendre l'exemple de l'église, eh bien, la toiture de l'église est un premier caillou blanc. Là, actuellement, on vient de finir toutes les salles de sport, toutes les salles des fêtes de la ville. C'est un deuxième caillou blanc. Et comme on a monté un plan citoyen, parce que tout est en coproduction avec les citoyens, on a 120 familles qui ont amené leur épargne, on a trop d'argent et on cherche des toitures privées pour continuer notre plan solaire. Donc, l'étoile, c'est la ville qui finalement pourrait être la première de France intégralement couverte de solaire, et on est parti pour. Et les cailloux blancs, bah, ils rythment le chemin. Voilà. Donc ça, c'était pour poser les fondamentaux. Alors, dans le type de résultat qu'il y a sur Los Angeles, évidemment, en 20 minutes, je ne peux pas vous décrire tout ça, ce n'est pas possible. Mais c'est pour vous dire qu'effectivement, on fait feu de tout bois sur la question des énergies. Je vais en donner un peu plus d'exemples quand même. Que derrière tout ça, la question de l'habitat et de l'éco-construction, des circuits courts dans l'habitat, vous voyez l'exemple que vous avez ici, c'est une opération de logement très sociaux, hein, avec des familles quasiment toutes au RSA d'ailleurs. 100% des matériaux, hormis les capteurs solaires qui sont sur le toit, viennent du Nord-Pas-de-Calais, donc ça veut dire que c'est possible. Et on a des familles qui payent moins de 150 euros de chauffage par an. Et aujourd'hui, à Los Angeles, on est à peu près à 10% des familles, un parc de logement, c'est long hein, à renouveler, qui payent moins de 150 euros de chauffage. Et comme disent les journalistes, quand vous allez à la sortie de l'école, ben, il y a ceux qui payent 2000 euros parce qu'ils sont au chauffage électrique dans des logements mal isolés, et ceux qui payent 150 euros. Et il n'y a pas besoin de faire un grand baratin sur le développement durable. Parce que ces familles, même si elles sont de milieux populaires, elles vous expliquent que bah, c'est bon parce qu'elles payent moins cher, c'est bon parce que le confort de vie est nettement meilleur dans ces maisons-là qui sont
correctement isolés avec des matériaux sains. Et c'est bon parce que ça crée de l'emploi, parce que toute la rénovation du bâti est massivement créatrice d'emplois. Plutôt que de donner l'argent pour les émirs du Qatar en achetant du pétrole ou du gaz donc à la mafia russe, eh bien, injectons-le dans nos équipes qui aujourd'hui cherchent à travailler et à rénover le bâtiment. Et enfin, c'est bon parce qu'on économise bien sûr du carbone qu'on n'envoie pas dans l'atmosphère. On a une très très forte action sur le plan de la biodiversité, donc ça fait maintenant presque 20 ans qu'on est à zéro phyto, hormis sur le cimetière qui a été plus compliqué, plus long. Le cimetière, c'est un sujet compliqué, tous les maires le savent, hein, mais pour le reste, ça fait très longtemps qu'on est en phyto, zéro phyto, qu'on a refait massivement de la trame verte, qu'on a protégé beaucoup d'espace. On observe le retour du pic vert au cœur de la ville de Los, par exemple. Alors vous, sûrement dans votre coin, il y a des pics verts partout, mais chez nous, ce n'était plus le cas. Bon. Et donc, c'est des marqueurs que la nature revient. Et ça, c'est extrêmement attachant pour les gens, de la même manière que les 15 km de chemin qu'on a fait. Ça a été dans le bilan de mon premier mandat, ce qui est sorti en numéro un par la population. Tout le monde aime se promener sur un petit chemin avec son chien. Alors quand on est vieux, eh ben, on le fait très tôt parce qu'on sait bien qu'ils sont pressés, les vieux, voilà, donc ils font leur petit tour avec le chemin. Dans la journée, c'est les dames qui se promènent en groupe au cas où elles se feraient attaquer, donc voilà, elles se promènent à 3-4. Le soir, c'est les gens qui rentrent du boulot qui font leur sport. Le week-end, c'est les familles avec les enfants. Enfin, c'est un succès complet. On a beaucoup travaillé la question de l'identité de la ville et on a notamment obtenu l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, projet que j'ai conduit à partir de Los Angeles avec une mobilisation énorme de la population. Et c'est très important parce que cette action, pour nous, l'objet, c'est pas de faire du tourisme. Je connais assez bien la ville d'Albi. J'y suis allé cet été puisque je suis président national de l'asso qui réunit tous les sites UNESCO. Donc j'étais invité par la maire d'Albi, que je connais bien, qui est dans cette association. Pour nous, l'idée, c'est pas de faire venir des cartes de touristes du monde entier. S'il y en a qui viennent, tant mieux. Pour nous, c'était redonner de la dignité aux mineurs et de la fierté et arrêter de s'excuser d'exister. On fait partie de l'histoire de l'humanité comme les rois. Et donc, il y avait quelque chose de l'ordre de reprendre confiance en nous et travailler la question de l'estime de soi. On a développé sur le plan alimentaire énormément de choses. On est quasi dans les 2 ans là, à 40% de notre surface agricole utile en bio et en local, avec des agriculteurs qui sont FDSEA, donc canal historique dans le monde de l'agriculture, qui étaient sur de l'intensif avec la PAC. Et chez nous, les terres sont très bonnes, hein, donc ça produit massivement. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ben, le fait d'avoir au moins une partie de notre production dans le local et en bio, on a retrouvé contact avec la population, on arrête l'agribashing que vous devez avoir chez vous comme chez nous, ça redonne du sens à notre métier, et puis enfin, voilà, on se ressent inséré dans la société, et aussi ça diversifie nos ressources. Et l'un d'entre eux avait été interviewé dans Nouvel Obs, qui n'est pas le journal d'AFDSEA, hein, vous en conviendrez. Et il avait dit, avec un hectare d'oignons en bio, j'ai gagné autant d'argent qu'avec mon blé pack et j'ai donné 600 heures de travail. Et or, ce sont des heures de travail pour des gens qui n'ont pas de qualification, et ça, on en a besoin parce que ben voilà, il y a une partie de la population qui est décrochée. Derrière tout ça, sur l'ancien site minier, on a développé des pôles d'excellence et on a même un pôle de compétitivité sur l'économie circulaire, sur tous ces nouveaux matériaux du futur issus ou du recyclage ou du végétal. De là, la Fondation d'Auteuil a demandé à venir s'installer à Los Angeles pour former les apprentis de demain sur tous ces nouveaux métiers tels que je vous en ai donné quelques exemples. Alors, tout ça se fait avec un principe que les habitants soient acteurs de A à Z. Donc, c'est ce qu'on appelle la coproduction des politiques publiques. On refait une route départementale. Ben, oui, elle devra faire 7 mètres de large parce que des convois exceptionnels vont passer. Mais par contre, est-ce qu'on y met une piste cyclable ou pas? Est-ce qu'on y met des arbres ou pas? Et à quel endroit on met les stationnements? Ça, on le met à la production avec les habitants. Alors, je ne vais pas détailler trop ça parce que ce serait long, en vous signalant on a publié un référentiel d'implication citoyenne à Los Angeles qui résume toutes nos techniques pour associer les habitants. Mais ce qui est extrêmement intéressant, bon, c'est qu'une de mes formules
un peu clé, c'est de dire participation sans responsabilisation égale piège à con. Si c'est pour faire venir des gens dans une salle pour dire ce qu'ils veulent, bah, les gens lèvent la main puis disent bah, moi je veux plus grosse bagnole, je veux de l'argent, je veux aller 3 fois par semaine, 3 fois par an en vacances, voilà. C'est-à-dire c'est l'expression de je veux quoi, je veux. Par contre, si on est dans des processus de construction ensemble de ce qu'on va faire dans la ville et que les gens peuvent donner leur avis, ils vont prendre leur part progressivement et même, j'y viens tout de suite après au 50-50, être à l'initiative d'un certain nombre de projets, alors la population change. Et là où les gens viennent nous voir dans nos bureaux de maire en disant bah, je paye mes impôts, j'y ai droit, je suis sûr que vous avez déjà eu des habitants qui vous ont dit ça, à Los Angeles, on a beaucoup moins ce principe-là. On a une transformation des habitants eux-mêmes parce qu'ils font ils contribuent à la façon de faire la ville. Alors, par exemple, hein, je vais vous illustrer ça par quelques exemples de ce qu'on a appelé les 50-50. Donc, 50-50, c'est des initiatives d'habitants, mais comme ça se rajoute au boulot de la ville, on n'a pas forcément le budget pour tout faire. Et donc, du coup, on va convenir avec eux d'une stratégie pour avancer et on va dire ce que la ville fait et ce que les habitants font. Donc, le premier 50-50, c'était on en a marre dans notre quartier, on est éloigné, il n'y a jamais de fleurs pour nous. OK, donc on se met à travailler ensemble parce que ça va se rajouter au boulot de la ville. Et moi, je leur dis, soit on augmente les impôts, mais là, ils me disent, non, 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 on ne peut pas augmenter les impôts, OK. Soit on trouve une solution. Donc, les gens commencent à me dire, bon, ben, comme il n'y a pas de sous, monsieur le maire, on va les faire nous-mêmes, les jardinières, on est des travailleurs. Dans le Nord, la culture travail, elle est très, très forte. Et donc, mais moi, je leur dis, oui, mais on ne peut pas, parce que vous allez mettre des parpaings, ils ne sont pas aux normes, il y a des angles aigus, si un enfant se casse la figure à vélo sur une jardinière, l'assurance va nous attaquer. Donc, bref, les habitants comprennent qu'il y a du juridique, comprennent qu'il y a du financier, comprennent que ça prend un petit peu de temps pour réaliser. Bref, ils se forment au fur et à mesure du processus de construction collective. Et à l'arrivée, quand on fait les travaux, donc on en a une cinquantaine hein, de 50-50, eh bien, ils ont une fierté d'avoir fait pour la ville. Je vous prends l'exemple de la réfection des chemins ruraux. Hein. Jusque-là, les agriculteurs labouraient les chemins, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, 1 centimètre de gagné ou 5 centimètres de gagné, c'est toujours ça de prix. Et résultat, le chemin, il se rétrécit à 2 mètres, puis après, ils viennent me voir, ils disent, monsieur le maire, il faut refaire les chemins, on n'arrive plus à passer avec les engins. Bon, eh bien, depuis qu'on refait les chemins avec eux, c'est bizarre, mais ils les labourent plus, ils les respectent. Et au lieu que ça nous coûte 100 000 euros, ça a coûté 30 000 euros à la ville. Et quand une télé vient, parce qu'on a souvent des médias à l'os, eh ben, je les envoie vers les agriculteurs. Et les agriculteurs sont très fiers de dire qu'ils ont pris leur part parce qu'ils ont véhiculé les matériaux avec leurs tracteurs, ils ont procédé à l'étalement. Et nous, ville, on a payé les matériaux, on a payé le rouleau et on a payé l'expert qui sait conduire un rouleau. Donc, tout le monde est content dans cette affaire. On a refait le skatepark avec les enfants, avec les jeunes. On les a envoyés dans des bus. Ils sont allés voir à droite, à gauche. Ils ont fait eux-mêmes la charte. Et le skatepark, presque 10 ans après, il est nickel parce que les jeunes le respectent. On pourrait multiplier comme ça tous les projets. Bon. Donc, comme on avait dit 20 minutes, il m'en reste 2. Je vais pas trop, je vais quand même vous donner des exemples d'énergie, c'est-à-dire qu'en même temps, on a multiplié, je sais que certains d'entre vous sont dans les TEPOS, on a transformé complètement notre éclairage public avec les certificats d'économie de l'énergie, on est passé tout en LED avec des systèmes à déclenchement. On a fait muter tout le bâti et on a fait des gros programmes d'investissement d'efficacité énergétique. On développe les énergies renouvelables sous toutes les formes, chauffage bois dans les écoles, photovoltaïque bien sûr, j'en ai donné quelques exemples. On a changé nos véhicules. Tous nos véhicules sont au gaz naturel véhicule et ils fonctionnent très très bien. C'est très étonnant pourquoi ce procédé ne se développe pas, parce qu'il est beaucoup, beaucoup moins polluant et moins cher. Et en plus, il ne nécessite pas c'est pas du GPL, hein, c'est du gaz naturel véhicule, et ça s'injecte la nuit, il suffit de le connecter à basse pression. Au matin, le véhicule est plein. Le service technique utilise ça. Donc, on a beaucoup, du coup, modifié l'habitat. Du coup, on a des filières économiques, je le disais. Sur le plan de la nature, souligner que ça fait à peu près 15 ans qu'on ne consomme plus d'eau potable parce qu'on a installé dans tous nos équipements, à chaque fois qu'on fait des travaux, on installe des cuves qui récupèrent les eaux. Donc, on a moins d'effets d'inondation parce que les cuves, elles font un effet tampon. Par exemple, quand on a refait l'église en solaire, on en a profité pour mettre une cuve de 30 mètres cubes d'eau. Et à partir de là, ben, les ouvriers de la ville, quand ils ont besoin pour laver, pour arroser, etc.,
ils viennent pomper là. Et le terrain de foot, on utilise de l'eau de pluie plutôt que de l'eau qui a été traitée au chlore et qu'on paye à Veolia. Et quand j'explique ça à la buvette du club de foot, c'était il y a quelques années, j'avais peur que les gars m'engueulent en disant ah, c'est un écolo, il veut récupérer les eaux, c'est quoi ces conneries? Et quand j'explique le sujet, qu'est-ce qu'ils me disent tous? Ils disent bah, monsieur le maire, pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Bon. Et en fait, il y a beaucoup, dans la population, il y a beaucoup le sentiment que ce que je fais avec mon équipe, c'est du bon sens finalement. Alors, je vous ai parlé de la biodiversité, enfin, je suis obligé d'accélérer. Ça, c'est l'église dont je vous ai parlé. Les systèmes alimentaires, je ne vais pas plus que ça les développer. Je vais terminer sur ce que j'appelle le code source de la méthode lossoise qui résume un petit peu ça et qui a été analysé par beaucoup de chercheurs et qui fait aujourd'hui un peu unanimité et qui intéresse Macron est venu pour comprendre cette affaire-là et on a beaucoup, beaucoup de visiteurs là-dessus. Ce qu'on dit à cet endroit-là, c'est qu'on ne peut pas conduire une transition si on renie son histoire. Ça, c'est absolument fondamental. Et pour moi, l'inscription UNESCO, c'était une façon de reconnaître l'histoire du monde de la mine pour pouvoir, en quelque part, faire le deuil que c'est terminé et se projeter vers l'avenir, mais en ayant de la fierté en soi, en ayant de l'estime de soi. Et donc, tout le travail sur notre mémoire, de quoi on est issu, pourquoi chez nous les gens ont des noms polonais ou des noms maghrébins parce qu'ils sont venus travailler au fond de la mine. Et donc, tout ça, ça a l'énorme intérêt que ça introduit une approche narrative. Hein, les experts en communication parlent du rôle du storytelling. Par exemple, Obama, avant même de regarder ses actions politiques, il était perçu comme un storytelling. C'est l'histoire d'Obama qui est forte. Bon. Eh bien, chez nous, du coup, ça nous amène à raisonner en trajectoire. De où on vient, où on est et où on va. Et la question de l'imaginaire, du coup, peut s'ouvrir parce qu'on peut commencer à travailler de la prospective en disant qu'on est acteur de l'histoire. Deuxièmement, la transition, c'est un pas de côté. Vous avez bien vu sur plein d'exemples que je vous ai donnés là. Par exemple, il y a beaucoup de maires qui sont tétanisés à l'idée de toucher au toit de leur église par rapport à la réaction du curé. C'est une caricature, mais il y a un peu de ça quand même. Bon, eh bien, les pas de côté, ça va nécessiter d'accepter qu'il y a des leaderships. Les transformations, pour moi, une innovation, c'est une désobéissance c'est une désobéissance qui a réussi. Et donc, les pas de côté qui vont permettre des innovations, ça passe par des humains qui, à un moment donné, vont dire allez, j'y vais. Si vous prenez tous les gens chez vous qui ont été pionniers, eh bien, enfin, qui ont fait bouger des choses, c'est des gens qui, à un moment donné, ont dit allez, j'y vais, tant pis, je suis peut-être un peu pionnier, je suis peut-être un peu seul. Par contre, si vous n'avez pas des processus coopératifs autour des leaderships, eh bien, ça peut tourner à l'autocrate, ça peut tourner au, enfin, voilà, il y a besoin d'une transformation d'équipe. Les 4 piliers de la transformation GLOS et au-delà en transition, c'est les processus d'implication habitants parce que les projets sont mieux pensés en écoutant les habitants, ce qu'on appelle l'expertise d'usage, parce qu'ils sont mieux appropriés quand les gens ont pu contribuer au projet, et parce que les gens comprennent mieux quel est le travail des élus, parce qu'ils rentrent dans la construction de comment on fait de l'action publique, donc ça réarticule démocratie représentative, démocratie plus participative, et enfin, comme je le disais, ils se transforment eux-mêmes et ils deviennent acteurs de la vie. J'ai oublié de vous dire qu'en 2008, on a fait le plus gros score du Nord-Pas-de-Calais, de 82% des voix, alors que moi, je suis écolo au pays des gueules noires, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas la sociologie habituelle, et que ça a été le plus gros score du Nord-Pas-de-Calais. Donc, ce qui veut dire que la transition n'est pas anti-populaire, loin s'en faut. Au contraire, elle rebat les cartes. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, en 2014 et en 2020, il y avait 0 liste contre nous, ce qui n'est jamais arrivé depuis la Révolution française. Et en 2014-2020, il y avait le Covid, donc j'en parle pas, mais on avait plus de votants que sur la moyenne du département, alors qu'il y avait plein de villes où il y avait des gros enjeux. Deuxièmement, c'est comment on mène une pensée, une action systémique. Alors, je vais faire l'impasse, je n'aurai pas le temps de développer, mais c'est comment la transversalité dans tous les choix qu'on va faire, elle est appliquée. L'économique, le social, l'environnemental, comment on arrive à mettre tout le monde autour de la table autour de ça. C'est beaucoup de questions managériales enfin, en tant que collectivité, vous connaissez ça. Troisièmement, si on veut aller vers la transition, ça veut dire qu'il va falloir inventer. Et donc, ça ne peut pas être de la gestion simple. Oui, il va falloir se lancer à l'eau. Donc, il faut accepter le droit à l'erreur.
Donc, quelles sont les conditions qui font qu'on va avoir confiance pour oser entreprendre ensemble. Et donc, si vous voulez, on pourra le reprendre dans les questions, cette question-là. Mais l'innovation, elle est au cœur. L'exemple de l'Église en est un bon exemple. Et enfin, c'est l'étoile et les cailloux blancs. Ça, je vous l'ai déjà dit. Donc, du coup, ça donne, et en gros, l'étoile et les cailloux blancs, ça veut dire que moi, j'ai toujours fait en sorte que la conduite de changement soit mise en œuvre par la question du désir. En fait, qu'est-ce qui nous fait vraiment changer? C'est la peur et le désir. La peur, c'est quand un ours vous court après, vous n'allez jamais courir aussi vite. Sauf que ça vous fait fuir et ça construit rien. Le désir, si vous êtes vraiment amoureux, vous allez faire le tour de la Terre, normalement. Ou alors, c'est que vous n'êtes pas vraiment amoureux. Et donc, du coup, ça veut dire que ça nous donne une capacité d'entreprendre. Et moi, je propose de mettre la transition en mode désir. Je propose de mettre le monde de demain en mode désir plutôt qu'en renfermement sur soi. Voilà. Donc, je vais arrêter là sur Los Angeles. Si vous voulez, on se garde un temps après pour parler sur l'extension au niveau national. Mais comme on en était convenu, ben, la parole est à vous. Enfin, c'est la moindre des choses, c'est vous qui m'invitez, donc c'est vous qui avez la main.